Bonjour, merci d'être présent pour ce colloque qui est à l'occasion du 40e anniversaire de l'École des hautes études en sciences sociales. Colloque qui porte sur art, littérature et sciences sociales, art au pluriel bien sûr, ça inclut la musique, le théâtre, la danse, les autres arts. C'est un colloque que nous avons souhaité organiser 4 centres de l'école, le Centre européen de sociologie et de sciences politiques, le Centre de recherche sur les arts et le langage, le CRAL, le Centre Georg Simmel et le groupe de recherche interdisciplinaire sur l'histoire du littéraire qui est rattaché au CRH, donc le GRIL. Donc Esteban Bourg, Karine Lebaille, Dana Ribar ne peut pas être présente ce matin, mais qui est la co-organisatrice. Donc Judith Liancan va la représenter pour présider la séance de ce matin, qui est une des piliers du GRIL, et Jean-Marie Schaeffer. Voilà. Donc, à côté des disciplines qui sont dédiées à la littérature, l'art, la musique, le théâtre, le cinéma, la photographie, la danse, c'est-à-dire les études littéraires, théâtrales, cinématographiques, histoire de l'art, musicologie, esthétique, les sciences sociales ont constitué les arts à la fois comme source et comme objet. On s'est intéressé aux enjeux économiques, politiques, symboliques, à la fois de leur production et de leur diffusion, de leurs appropriations. Les sciences sociales s'y intéressent aussi du point de vue du rôle que jouent les arts dans le cadrage de notre perception, de notre cognition, de la façon dont les arts nourrissent notre connaissance du monde. Le philosophe Jacques Bouvresse parle de connaissances pratiques à propos de la littérature, de la façon dont elle structure nos formes de vie, le temps passé à écouter la musique, à lire, à voir des expositions, des spectacles. Voilà, donc l'École des hautes études en sciences sociales est un lieu où se sont développés à la fois les travaux, les disciplines spécialisées sur les arts, les études littéraires avec Barthes et Genette, l'histoire de l'art avec Hubert Damisch, l'analyse des images avec Louis Marin, plus récemment l'esthétique de la réception avec Jean-Marie Schaeffer, et des approches de sciences sociales, la sociologie de la culture avec Pierre Bourdieu, la sociologie de l'art avec Raymond Moulin, l'histoire de l'édition avec Roger Chartier, un ensemble de travaux sur la musique, l'anthropologie. Il y a un ouvrage qui a été dirigé par Alban Bensa sur les rapports entre littérature et ethnologie. Il en parlera demain. Donc, en fait, on a voulu, à l'occasion de cet anniversaire, faire une sorte d'état des lieux et renouveler le dialogue au sein de l'EHESS entre toutes les disciplines et aussi avec les artistes. Nous avons invité ce soir pour une table ronde qui sera animée par Sylvain Bourmeau, François Bégodeau, Sylvie Bleuchet, qui est déjà présente ici avec nous, on la remercie, et François Bernard Mache, je ne sais pas s'il est arrivé. Voilà. Et donc le colloque est organisé autour de 4 perspectives. Ce matin, nous parlerons des formes. Cet après-midi, conditions de production et de circulation des œuvres. Demain matin, des questions de art et connaissance et de art et cognition. Et puis, demain après-midi, des spécificités et interdisciplinarité, objets et approches. Demain soir, il y a un concert dont Karine Lebaille dira un mot. Et je passe la parole donc à Esteban Bourg pour le crâne. Bonjour. Merci Gisèle. D'abord, je voulais te remercier toi d'avoir eu cette idée au moment où nous avons reçu, comme tout le monde, l'appel à proposition pour ces 40 ans. Gisèle a eu la bonne idée de nous réunir pour faire ensemble cette rencontre, qui est avec Karine déjà. Et donc ça, je pense qu'il était temps en quelque sorte qu'on se mette tous, pas autour d'une table, mais enfin ça fait image, pour parler de ces 40 années, bien sûr, dans la mesure du possible, et puis aussi du débat actuel et des perspectives que cette question des arts et de la littérature peut poser pour les personnes qui sont directement concernées par ces objets, mais aussi de manière générale pour l'ensemble de l'école et les gens avec qui nous dialoguons. Alors nous nous sommes efforcés de faire un programme sur 2 jours qui reflète justement la diversité des thématiques, des approches disciplinaires, des objets. Mais bien sûr, nous n'avons pas pu inclure tout le monde et donc je tenais à dire que nous sommes conscients de la richesse des travaux des personnes qui sont présentes et celles qui ne sont pas directement sur le programme.
J'espère que nous aurons des échanges riches dans ces 2 jours qui vont suivre autour de... Bon, les questions sont nombreuses, mais je crois que rien que l'intitulé des centres qui organisent cet événement montre non seulement la diversité, mais en plus ce croisement entre des questions disciplinaires et des questions d'objets, ou des questions de disciplines définies par des objets vis-à-vis d'autres disciplines qui sont plus larges, la sociologie, l'histoire. Bon, que la proposition de cette rencontre est en quelque sorte une proposition de discussion interne pour les 2 jours qui vont suivre. Et donc, je crois que Karine... Oui, peut-être, bonjour, quelques mots, merci Stéphane, quelques mots sur le concert qui en fait est aussi un point d'exemple, en fait, un point de rencontre aussi des différents membres des 4 centres organisateurs et plus généralement de l'école. Et Gisèle parlait des liens à tisser, à renforcer, faire la musique ensemble, cette activité collective par essence avec tous ces jeux d'interaction qu'il peut y avoir entre différents acteurs. Et donc effectivement un des objets d'étude importants, constitutifs même du centre Georg Simmel, avec le master musique, histoire musique, et puis le doctorat musique, histoire, société. Donc c'est le CRAL et le centre Simmel qui effectivement sont porteurs de cette formation, et on a eu effectivement l'idée peut-être d'initier un premier concert, et si effectivement c'est couronné de succès, on aura peut-être l'envie d'en imaginer d'autres, et vous verrez le programme qui est indiqué de façon un peu succincte sur le programme du colloque, à quel point il y a déjà ces jeux d'hybridation esthétique et des points de rencontre là aussi entre différents univers musicaux. Donc voilà, le concert aura lieu à Red Hall, donc à l'antenne de l'Université de Columbia, donc rue Chevreuse. Donc on espère qu'à la sortie du colloque, vous serez nombreux à nous rejoindre et à être là pour les étudiants qui vraiment ont organisé ça de main de maître. Voilà. Tu veux que je dise un mot sur le grill? Donc je remplace un peu au pied levé Daina Ribar, qui a participé à l'élaboration du programme et qui a qui était très contente qu'on puisse se retrouver aussi, parce que c'est vrai que finalement, autant je vois beaucoup d'étudiants qui circulent d'un séminaire à l'autre, autant nous, parfois, on a un peu de mal à se retrouver pour discuter. Donc je suis très contente que ça ait lieu. Non, dire simplement un mot sur le fait que donc le Grill est une équipe du Centre de recherche historique et qui est donc depuis de nombreuses années maintenant essaye de réfléchir à la manière dont on travaille avec la littérature quand on fait de l'histoire, avec cette volonté de déplacer la littérature vers le littéraire comme le fait littéraire, le fait qu'il y a de la littérature dans les sociétés du passé sur lesquelles on travaille, et le fait qu'il y a de la littérature produit des objets qui pour les historiens sont des objets compliqués, dans la mesure où par rapport aux autres objets du passé sur lesquels ils travaillent, sont des objets qui voyagent et qui se trouvent donc dans notre présent. Et donc la littérature et le littéraire conduisent les historiens à aborder d'emblée de front la question de la transmission aussi. Et c'est ce jeu-là, je crois, sur lequel on essaye de travailler en regardant la littérature dans les activités, les institutions, les engagements, les modalités d'action qu'elle a suscité dans les sociétés du passé sur lesquelles on travaille et qui vont, pour nous, de la période moderne à la période très contemporaine. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir discuter aussi avec d'autres approches de la littérature à l'école. Et avant qu'on commence la première session, je voudrais remercier d'abord l'école qui a soutenu qui a même tenu à ce que ce colloque se tienne dans la semaine anniversaire, puisqu'il était symbolique de l'histoire de l'école et aussi de la fédération de la diversité des approches et de ce dialogue. Et je voudrais remercier donc ceux qui nous ont aidés à organiser ce colloque, Myrti Picot, qui est doctorante au CESP, qui va nous rejoindre en fin de matinée, Jamila Meliani, qui est secrétaire de direction du CRAL, et Julie Lallemand au centre Simmel. Je voudrais remercier aussi la galerie Le Minotaure qui nous a autorisé à reproduire le très beau collage d'Adolf Hofmeister, Franz Kafka, qui date de 66, qui est sur l'affiche et sur le programme. Voilà, nous pouvons donc commencer la première session. Pour cette première session
consacrée aux formes. Je suis très heureuse de donner d'abord la parole à Lucille Dumont, qui est une doctorante, donc qui travaille sous la codirection de Jean-Marie Schaeffer et de Gisèle Sapiro, et qui travaille alors véritablement à l'intersection d'une histoire des savoirs et d'une réflexion théorique sur la littérature, puisque c'est vraiment le cœur de votre travail. Enfin, voilà. Voilà, on a déjà eu l'occasion de discuter, mais je suis très heureuse de vous entendre aussi pour savoir un peu où vous en êtes. Je vous passe la parole. Merci, bonjour, et merci donc aux organisatrices et aux organisateurs du colloque de me donner la possibilité d'intervenir aujourd'hui donc sur mon sujet de thèse, en fait, voilà, thèse en cours. Lors d'une décade de Cerisy-Lassalle en 1969 consacrée à l'enseignement de la littérature, Roland Barthes, alors directeur d'études à la 6e section de l'EPHE, demande ce qui continue, je cite, ce qui continue, ce qui persiste, ce qui parle de littérature à l'âge adulte, pour répondre par quelques formules devenues à peu près aussi canoniques que les canons qu'elles mettent en cause. Il donne ainsi à la littérature la forme, je cite, d'un souvenir d'enfance fait de quelques objets qui se répètent, qui reviennent tout le temps. Ces objets étant, bien sûr, les auteurs, les écoles, les mouvements, les genres et les siècles. Fait regrettable, il ne resterait donc en nous de la littérature et de son histoire, réduite ailleurs à un objet d'enseignement, que les vestiges de ce découpage effectué par les institutions nationales. Cette critique des hiérarchies séculaires, des censures et du classicocentrisme entériné notamment dans les programmes scolaires se fait dans un geste qui va longtemps caractériser le renouveau des études littéraires opéré dans le sillage du structuralisme. Dès lors, dit Barthes ailleurs dans une formule elle aussi bien connue, si on se donne pour mission de faire l'histoire de la littérature, on doit d'abord faire l'histoire de l'idée de littérature, faire l'histoire de la fonction littéraire. On peut entendre cette idée de littérature comme désincarnée. On peut aussi en chercher la trace et les transformations dans les textes littéraires, dans les discours d'écrivains, dans la critique. Mais l'idée de littérature suppose aussi qu'on prenne en compte tous les adjuvants de la production littéraire, qu'on observe de quoi elle est le produit, dans quoi elle s'incarne, comment et par qui elle s'exprime, de quoi elle se distingue. En d'autres termes, la compréhension de l'idée de littérature et de ses transformations passe par une histoire sociale qui doit aller au-delà des mouvements, des écoles et des siècles littéraires, de même qu'elle doit aller au-delà des lieux de production de la littérature à strictement parler. Elle doit englober les lieux qui se donnent pour but la compréhension et la transmission de la littérature, en premier lieu donc les espaces académiques, l'enseignement et la recherche, ainsi que leur histoire et leur évolution. L'anniversaire, la commémoration, la célébration sont fréquemment à l'origine des histoires d'institutions et des histoires institutionnelles. Il n'exclut pas pour autant la réflexion sur le long terme, sur les lieux de production du savoir, et ont la vertu de rappeler que l'histoire au long cours d'une part, et l'élargissement de la focale géographique d'autre part, doivent se substituer à l'histoire ponctuelle et localisée dans les limites strictes d'une institution. De toute évidence, la compréhension du fonctionnement des espaces académiques repose sur une exigence de réflexivité continue. Les travaux se donnant pour objet l'histoire sociale et la sociologie des sciences de la vie font depuis longtemps l'objet d'un investissement important. L'intérêt pour l'histoire sociale des sciences humaines et sociales, s'il apparaît grandissant, a quant à lui fait l'objet d'un investissement moindre. Pourtant, il semble capital d'en comprendre les mécanismes historiques et sociaux afin d'améliorer la compréhension des institutions elles-mêmes et des objets investis par les sciences humaines et sociales, au lieu d'isoler les uns et les autres. Ainsi, l'étude de la production, de la circulation et de la réception des théories littéraires françaises, produites entre les années 50 et les années 80, permet de saisir les enjeux propres aux espaces académiques et littéraires, et plus généralement les transformations des espaces intellectuels. La 6e section de l'EPHE, puis le HESS à partir de 1975, occupe une place centrale dans ces transformations de l'idée de littérature et dans les processus auxquels je m'intéresse ici, pour 2 raisons principales. Cette centralité peut d'abord apparaître paradoxale. Le HESS est en effet un lieu privilégié d'émergence des discours théoriques en littérature et constitue en ce sens un établissement central dans le renouveau des études littéraires, tout en étant un établissement relativement marginal dans l'espace des disciplines canoniques ou des humanités classiques. Pourtant, il me semble capital de s'y intéresser, dans la mesure où, tout d'abord, l'établissement permet de mettre au jour les liens qui unissent les études littéraires, et en particulier leurs courants théoriques, et les sciences sociales, contre l'idée que les deux auraient constamment évolué dos à dos. L'établissement est également central dans les processus de circulation internationale des discours théoriques dans les études littéraires. Les liens entre le HESS et les États-Unis, notamment, ont favorisé la circulation internationale de chercheurs et contribué par là au rayonnement des productions scientifiques en littérature.
Alors je vais rapidement présenter les théories littéraires en question, mais je voudrais souligner avant cela que ce qui me semble intéressant dans cette étude de cas, c'est que les deux raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'ancrage des théories littéraires dans les sciences sociales et leur circulation internationale, ne doivent pas, je pense, être envisagées séparément, mais sont au contraire enchevêtrées et imbriquées l'une dans l'autre. C'est-à-dire que le lien des théories aux sciences sociales explique en partie leur rayonnement international, par opposition à des études littéraires traditionnellement plus nationales pendant la période à laquelle je m'intéresse. Alors, de quelle théorie littéraire s'agit-il? La question, je pense, du label théorique pourrait faire l'objet d'une étude à part, puisque la théorie, au tournant des années 60, n'est pas le monopole des études littéraires, mais elle traverse au contraire les sciences humaines et sociales. Elle est également liée à la circulation internationale de différents corpus des formalistes russes, à commencer par les formalistes russes. Alors, pour comprendre les théories littéraires françaises des années 60, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière et examiner ce que pouvait être l'enseignement littéraire avant ce moment théorique. Puisque rapidement, jusqu'au milieu des années 60, l'enseignement littéraire est dominé par une conception historique de la littérature qui s'incarne à l'école dans le Lagarde et Michard, qui découpe la littérature nationale par siècle et alimente la critique de Barthes qu'on a évoquée en introduction. Dans ce cadre, l'histoire littéraire structure les études littéraires dans les programmes, les objets d'études et les regroupements professionnels. Cette conception de l'enseignement littéraire s'attache donc à enseigner les grands auteurs et les grands mouvements dans leur contexte historique et social, qui est considéré à la fois comme une explication de la création littéraire et comme un lieu privilégié de son accomplissement. Alors ce modèle national des études littéraires, il est battu en brèche au tournant des années 60, puisque contre une tradition dominante qui est perçue comme hétéronome, une nouvelle génération, donc qui est rassemblée autour de la figure de Roland Barthes et d'une nouvelle critique bien peu homogène, se mobilise pour un enseignement littéraire décollé de l'histoire nationale et autonome dans ses méthodes. Il s'agit donc principalement de se défaire des catégories historiques, biographiques et psychologiques de classement de la littérature au profit de catégories alors perçues comme strictement littéraires. Contre les auteurs, les mouvements, les écoles et les siècles, les discours théoriques mobilisent des notions nouvelles. On étudie donc les langages, les variations de l'écriture, la textualité. On parle de la littérarité des textes avec Jacobson, de leur dialogisme avec Bakhtin. On étudie le fonctionnement de la diégèse chez Genette ou des paragrammes chez Kristeva. Contre les disciplines dont le positivisme est écarté au profit d'une critique polysémique, ce sont donc les sciences sociales, les littératures critiques, donc celles de Blanchot, de Mallarmé par exemple, et le matérialisme dialectique qui sont mis au service d'une nouvelle poétique. Le revuisme des années 60 accueille ces nouvelles productions théoriques qui se réclament d'influences étrangères, en tête desquelles figurent les formalistes russes, puis le New Criticism américain. Alors l'internationalisation comme processus vient s'allier à un certain internationalisme originel qui est aussi caractéristique des avant-gardes, comme en témoigne par exemple l'introduction du premier numéro de la revue poétique qui accueille le prolongement de ces réflexions théoriques à partir des années 70. Et donc la revue poétique, pour donner un exemple, s'ouvre sur le paragraphe qui suit. Édité en France et rédigé en français, Poétique ne sera pas une revue de littérature française. Si l'ouverture théorique implique une rupture décisive avec l'isolationnisme traditionnel de la recherche littéraire en France, elle suppose également une levée des barrières qui divisaient jusqu'ici l'objet même de cette recherche. Aucune pensée de la littérature ne peut s'enfermer dans des limites nationales sans s'exposer aux plus graves erreurs de perspective. Aussi, et sans s'arrêter aux faux remèdes du défunt comparatisme, Poétique sera-t-elle, dans son objet comme dans sa pratique, une revue sans frontières. Alors, ce qui est important pour comprendre l'histoire de cette avant-garde intellectuelle, c'est qu'elle soulève aussi la question de l'ancrage disciplinaire du mouvement théorique, et en particulier au sein de l'école. Plus précisément, le discours théorique se développe dans des institutions de recherche et d'enseignement supérieur relativement centrales dans le champ académique, mais, je l'ai dit, donc surtout marginales dans les disciplines canoniques, donc à savoir la 6e section de l'EPHE puis le HESS, le CNRS, le Centre expérimental de Vincennes à partir de 68, ou en dehors du champ académique, dans le champ littéraire en particulier, et plus près des sciences sociales que des études littéraires à l'université. Pourtant, donc, ce discours théorique se diffuse amplement et rapidement dans un double mouvement d'institutionnalisation, notamment à travers les programmes d'enseignement, les concours, l'ample diffusion de concepts analytiques, en particulier genettiens, et d'internationalisation. Et du même coup, à travers cette internationalisation, ce qui se passe, c'est tout un processus de reformulation et de recomposition. Sur le plan institutionnel, il faut rappeler que les études littéraires à l'école et à l'université, à l'école dans l'enseignement secondaire et à l'université, sont soumises aux impératifs des programmes nationaux, de la préparation au concours et à l'enseignement, et donc partiellement vouées à la reproduction du corps. La 6e section et le CNRS sont détachés de cet impératif et se présentent en cela comme la possibilité d'une recherche plus autonome
et d'un dégagement des corpus nationaux. Alors c'est ce qui fait dire à Pierre Bourdieu, dans la reconstruction du champ académique qu'il propose dans Homo Academicus, que la 6e section est située dans les années 60 au pôle symboliquement dominant et temporellement dominé, c'est-à-dire dans une marginalité relative du point de vue du pouvoir proprement académique, auquel elle se trouve alors opposée. Du point de vue disciplinaire, la 6e section est le lieu où se concentrent dans les années 60 les sciences sociales et les nouvelles disciplines, à commencer par la sémiologie, portée par Roland Barthes et liée à l'élaboration de nouvelles théories littéraires. Enfin, la 6e section a la spécificité de ne pas avoir de division disciplinaire conçue sur les modèles académiques, mais de rassembler des espaces pluridisciplinaires. Ainsi, jusqu'au milieu des années 60, les séminaires et les directions d'études de la 6e section étaient regroupés en 3 grandes divisions, les sciences historiques, la sociologie et l'ethnologie, et les sciences économiques. Jusque dans les années 60, si la littérature était bien présente à l'école à travers différents enseignements, elle ne figurait pas dans les intitulés des séminaires, à l'exception de celui de Lucien Goldman, qui s'appelait Sociologie de la littérature et de la philosophie, dans la section Sociologie et ethnologie. En 1962 apparaît le séminaire de Roland Barthes, qui ne porte pas sur la littérature exclusivement, mais sur la sémiologie, et s'intitule Sociologie des signes, symboles et représentations. En 1966, les divisions sont modifiées et les évolutions principales sont les suivantes, c'est-à-dire que la psychologie a sa propre division, de même que la sociologie et l'anthropologie, et une nouvelle division fait son apparition et s'enrichit rapidement à la faveur de nouveaux recrutements. Il s'agit de la division sémantique, sémiologie et linguistique, et c'est autour de cette section que vont se développer les discours théoriques sur la littérature à l'école. Le séminaire de Lucien Goldman, qui est ensuite assuré par Jacques Lénart, reste inscrit dans la section de sociologie. La section sémantique, sociologie et linguistique accueille dès 1965 Algirdas Julien Grémas, qui fait le cours de sémantique générale. En 1970, dans cette section, Gérard Genette assure le séminaire de Roland Barthes, avant que son séminaire de sémiotique littéraire ne soit inscrit en 1975. Alors je pense qu'il est intéressant de rappeler que c'est autour de ce pôle que se développe la théorie littéraire et non initialement dans les études littéraires universitaires. On peut mentionner, je pense aussi dans les explications possibles, que l'institutionnalisation tardive des lettres modernes, puisque l'agrégation n'est créée qu'en 1959, donc cette institutionnalisation tardive d'une part et la politisation des universités d'autre part, jouent un rôle dans le recrutement et la diffusion des théories littéraires qui n'apparaissent pas de manière massive à l'université avant 1968. Une dernière remarque donc au sujet de ces questions disciplinaires. Ce que permet de constater cet examen rapide de l'étude de la littérature et des théories littéraires à l'école, c'est que les discours théoriques évoluent dans un espace qui est dès le départ pluridisciplinaire. Puisque si on observe l'évolution des séminaires, la présence par exemple de Louis Marin dans la section sémantique, sémiologie et linguistique dès 70 et les recrutements successifs au CNRS et ou à l'EHESS de Raymond Bellour, Claude Brémond, Hubert Damisch, Christian Metz, Tzvetan Todorov rappellent la dynamique interdisciplinaire de cette ébullition théorique qui associait l'étude de la littérature et des arts, initialement développée au SECMAS, avant de donner naissance au CRAL, qui accueillera également les développements de la narratologie. Alors, les travaux des chercheurs que je viens d'évoquer pourraient fournir un bon exemple à l'étude de la circulation internationale des discours théoriques à partir de l'EHESS. Dans le cas des études littéraires, l'ancrage international des travaux théoriques s'explique en partie, on l'a dit, par le fait que l'école est détachée d'une grande partie des impératifs académiques nationaux. Mais plus encore, dans l'espace académique des années 60, la 6e section se situe au pôle le plus internationalisé du champ académique, celui où les chercheurs bénéficient d'une certaine reconnaissance internationale, sont cités à l'étranger et traduits. C'est donc déjà structurellement que s'explique la circulation internationale des théories littéraires issues du structuralisme. Dans ce sens, il est intéressant de constater que l'international et l'étranger, de manière générale, constituent également un enjeu dès le départ dans les querelles et les disputes nationales autour de la théorie littéraire. Raymond Picard n'est par exemple que plus offusqué de voir Barthes, je cite, répéter ses griefs en France et à l'étranger, et, je cite encore, regrette que Le Monde n'ait pu reprendre son article de réponse à Barthes dans sa section hebdomadaire diffusée hors de France, alors que Barthes avait lui publié à l'étranger 2 de ses textes, plus ou moins diffamatoires pour l'université, je cite, dans Modern Language Notes et dans The Times Literary Supplement. Plus généralement, les enjeux des modèles, des financements et de la présence internationale à la 6e section, américaine en particulier, ont été mis en lumière, notamment dans le travail de Brigitte Mazon.
Sur les théories littéraires en particulier, il est intéressant d'aller plus loin pour constater que la 6e section a par exemple servi de modèle pour la création du Humanities Center de l'université Johns Hopkins à Baltimore. Ce centre qui a été créé en 1966 et qui a été inauguré justement par la conférence The Languages of Criticism and the Sciences of Man, qui a marqué le début de la grande marmite de la French Theory, et s'est faite elle aussi sur les financements conjoints des fondations Ford et Rockefeller. Cette conférence a accueilli plusieurs porteurs des nouvelles approches théoriques dans les sciences humaines et sociales françaises liées à la 6e section de l'EPHE, notamment donc Lucien Goldman, Tsvetan Todorov, Roland Barthes, Jean-Pierre Vernant, pour n'en citer que quelques-uns. Un ample examen des trajectoires de visiting scholars aux États-Unis entre les années 60 et les années 80 permet également de constater que dans la vague d'internationalisation qui accueille tous ces chercheurs français aux États-Unis, une grande partie sont liées à l'EPHE, ce qui vient confirmer le rôle de l'établissement dans la circulation des théories outre-Atlantique, pour des chercheurs isolés ou pour des successions de postes de visiting. Alors les exemples sont nombreux, on peut notamment citer donc Louis Marin et Michel de Certeau qui enseignent à Johns Hopkins et à San Diego pendant de nombreuses années, ou Oswald Ducrot, Gérard Genette, Christian Metz, Tsvetan Todorov, pour n'en citer que quelques-uns, qui sont visiting réguliers dans différentes universités ou centres de recherche, de Yale, qui a accueilli de nombreux chercheurs français, à Berkeley, à NYU, ou encore à Cornell, ou sur le campus de Buffalo dans les années 60. Alors l'examen systématique de ces postes de visiting et des accords entre établissements, donc accords d'échange et de recherche pour des postes créés ou appointés ad hoc, qui est en cours d'établissement dans mon travail, permet de mettre en lumière, d'une part, les liens officiels entre institutions, qui recoupent plus ou moins la structure des espaces académiques, et d'autre part, les recommandations et les liens intellectuels entre les tenants de tel ou tel courant théorique, et de comprendre donc comment se sont effectués les échanges. Enfin, il est intéressant de constater que ces échanges internationaux sont parfois à l'origine de chassés-croisés disciplinaires, puisque l'accueil dans les universités américaines dans les années 60 et 70 passe principalement par les départements de français, plus que par les départements des disciplines spécialisées. L'étude des archives des départements de français des différentes universités américaines montre par exemple que les invitations supposent une implication plus ou moins grande dans les études littéraires. Ainsi, les processus de recrutement et d'enseignement dans ces départements de français mettent en lumière la manière dont l'internationalisation de certains chercheurs est à l'origine de ces décalages disciplinaires ou de la littérarisation de certains de leurs travaux. C'est ce qui donne lieu, par exemple, à une légère incompréhension entre Léo Bersani et Michel Foucault suite à une demande du département de français de Berkeley pour un enseignement littéraire lors des premiers arrangements des visites de Foucault. Puisque Foucault explique à Bersani dans un courrier être bien peu compétent dans les domaines littéraires et demande de donner un séminaire sur des sujets moins étrangers à ce qu'il peut connaître, ce qu'on finit par lui accorder. Alors pour conclure, je pense que ce qu'il est important de souligner, c'est que pour ces théories littéraires qu'on a souvent lues comme étant liées à des lectures, enfin comme revendiquant uniquement des lectures internes et détachées des sciences sociales, je pense au contraire que les sciences sociales à l'EPHE puis à l'EHESS ont fonctionné comme une possibilité d'internationalisation et d'expansion de ce domaine théorique, tout en étant à l'origine aussi de décalages disciplinaires et parfois interprétatifs dans les discours théoriques. Et enfin, donc, je pense que c'est des aspects qui sont importants pour comprendre le fonctionnement de ces transferts et de ces circulations et qui sont surtout illisibles si on s'arrête à une histoire intellectuelle, sans prendre en compte la dimension institutionnelle des espaces de production du savoir dans les sciences humaines et sociales. Merci beaucoup. Je voulais savoir quels sont les indicateurs d'institutionnalisation et internationalisation que vous avez considérés pour votre travail et aussi quels sont les cas à partir desquels vous travaillez l'internationalisation. Quels sont les cas? Les cas, les pays. Je ne sais pas comment vous l'avez pensé. Merci. Alors les indicateurs d'institutionnalisation, c'est moins, je m'y intéresse un peu moins qu'à l'internationalisation en fait, puisque il y a d'abord un travail qui a été fait sur l'institutionnalisation des lettres modernes et sur lequel je m'appuie, mais ce que j'essaye, enfin sur la question de l'institutionnalisation de la discipline donc des lettres modernes, le travail est fait sur les théories littéraires de manière générale. J'essaye d'observer en fait
pour l'institutionnalisation des théories, de quelle manière elles entrent dans les corpus à l'université principalement. C'est-à-dire que je m'intéresse moins à l'enseignement secondaire qu'à l'enseignement supérieur. Donc pour l'école, c'est la présence dans les séminaires, dans les syllabus quand ils sont disponibles, et dans les programmes et dans les concours. Le gros problème étant les archives. Voilà. Et pour les indicateurs d'internationalisation, pour l'instant, je m'appuie principalement sur les revues et sur la circulation justement des chercheurs à travers différents départements de français aux États-Unis, pour l'instant. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait prolonger aussi l'analyse en suggérant qu'aujourd'hui, les départements américains de littérature sont plutôt en demande de sciences sociales. C'est-à-dire que les gens qui les invitent, et Gisèle le sait bien, et d'autres ici, sont souvent des philosophes ou des sociologues de la littérature, des historiens, et que pour le coup, la production conceptuelle en laquelle on a confiance aujourd'hui, et même nous les littéraires, elle semble obliger des départements de littérature à s'ouvrir très 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 fortement, de façon très explicite et très volontaire aux sciences sociales. Je ne sais pas si Philippe Roger est d'accord avec ça, qui connaît bien. Oui, je vais y revenir. Non, juste une ou deux choses. Merci pour cet exposé. Et je crois que vous dites une chose extrêmement importante, c'est le rôle des départements de la littérature française aux États-Unis dans la multiplication des invitations, des échanges et donc de la circulation globale. Remontant un petit peu en amont, vous avez aussi mentionné le rôle des revues. Vous venez de dire que vous travaillez sur les revues. Je crois que c'est également très important et que du coup, c'est pas du tout le même schéma institutionnel et que pour ce qui est de l'internationalisation, la nécessité absolue d'internationaliser, elle se fait ressentir dès l'après-guerre. Évidemment, j'ai en tête la revue critique, 1946, le projet de bataille, le cœur du projet, c'est d'être international, revue des publications françaises et étrangères, et avec un réseau de diffusion à l'étranger très remarquable, dont nous n'avons plus malheureusement que un archipel un petit peu réduit aujourd'hui, mais la plupart des pays ont été fidèles. Mais c'est dans le projet dès 45-46 du côté des revues. C'est certainement dans le projet de beaucoup d'éditeurs qui se rendent compte d'un déficit de circulation à travers la traduction. Et évidemment, ce qui reste en retard, ça, vous l'avez rappelé, c'est une évidence bien connue, c'est l'université, à la fois pour des raisons disciplinaires et de découpage en siècles et des raisons de nationalisme dans l'histoire littéraire. Deuxième petite remarque, c'est on a beaucoup parlé hier à la matinée Barthes du fameux rapport des corps enseignants de la 6e section, qui est un rapport extrêmement important qui a été mis grâce à Brigitte Mazon sur le site de l'école. Et on l'a un peu décortiqué. Plusieurs intervenants sont revenus, dont Marielle Massé, ici présente, sont revenus sur ce rapport. Il y a quand même un point, je vais pas revenir là-dessus, je veux juste dire un point en écho à ce que vous dites. Quand vous parlez d'interdisciplinarité, il faut quand même pas oublier le fait que l'interdisciplinarité est un concept qui est complètement critiqué dès le rapport de 73. C'est-à-dire, l'interdisciplinarité ne fait pas du tout l'objet d'une unanimité. Il y a effectivement, empiriquement, regroupement de gens qui viennent de champs différents, mais ils sont tous extrêmement critiques à l'égard du concept même d'interdisciplinarité. Et je crois que ça, c'est un point vraiment capital, qu'on passe notre temps à oublier et à rappeler, à oublier et à rappeler. Et je crois que c'est pas tout à fait indifférent, parce qu'il y a là une tension qui fait partie du dynamisme de l'école. D'ailleurs, je me souviens de Jacques Revel, il y a bien longtemps, disant l'interdisciplinarité, ça ne se constitue qu'à partir d'un champ disciplinaire très fort. On peut être d'accord ou non avec cette proposition, mais ça a toujours été un débat fort à l'école. Ce que je trouve évidemment le plus remarquable dans le rapport de Royaume-Monde 73, c'est que la 6e section et que la décision personnelle du président Le Goff, ce soit de confier à Roland Barthes, qui malgré tout est un littéraire, même s'il avait une casquette de sémiologue d'un côté et une casquette de sociologue de l'autre, sans parler de sa casquette ancienne de lexicologue. Enfin, il avait beaucoup de casquettes. Mais tout le monde savait qu'il était Roland Barthes parce qu'il avait écrit le degré zéro de l'écriture. Faut pas être naïf quand même. Et que c'est le degré zéro de l'écriture et les productions que j'appelle littéraires, les essais critiques de Barthes, qui l'ont fait connaître à l'étranger. Bon, je reboucle et je reviens à la question de Marielle.
je crois que ce sont les universités américaines, effectivement, qui ont été à l'origine. Elles ont été à l'origine parce qu'elles voulaient, non pas seulement des universitaires français, de préférence les bons. Moi, j'étais à Yale comme étudiant dans les années 70. Yale invitait des tas de gens très différents. Pas spécialement les gens de l'école des hautes études, je dois dire. J'ai vu défiler la modernité n'était pas seulement à l'école, hein, loin de là. Il y avait quand même, je fais un plaidoyer, il y avait quand même la sociologie de la littérature. Il y avait des gens comme Claude Duché, etc., dont l'envergure était à l'époque importante. Hein. Et moi, je me rappelle un énorme colloque à Yale l'année où j'y étais, qui était entièrement de sociologie de la littérature, où se trouvait Jacques Lénart, Françoise Gaillard, Claude Duché, mais c'était un milieu qui était dominé plutôt par les universitaires. Aujourd'hui, évidemment, la donne a complètement changé, et c'est là que je suis évidemment d'accord avec Marielle. De toute façon, je suis toujours d'accord avec Marielle, hein, par principe de prudence. Mais je suis d'accord avec Marielle, et en même temps pas tout à fait d'accord, parce que si la demande a changé, c'est parce que les départements de littérature ne sont plus les départements de littérature. Je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. D'une part, les départements de littérature américains sont de plus en plus associés à des départements de littérature comparée. C'est le cas dans beaucoup d'universités. Ça change un peu la donne. Deuxièmement, ils sont parfois, moins souvent associés à ce qu'on appelle les French Studies. Hein, c'est le cas de NYU, histoire que je connais bien puisque j'ai essuyé les plâtres de l'Institute of French Studies, qui s'est constitué comme une entité à l'origine liée à la littérature et qui est devenue une entité qui n'invite que des historiens, des sociologues et des anthropologues. Et puis, en dernier lieu, c'est la nature même de ce qu'ils considèrent comme leur travail qui a changé, avec les différentes vagues que je ne vais pas rappeler ici parce que c'est enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire les cultural studies, les feminist studies il y a longtemps, les gay and lesbian and queer studies, etc., etc. Donc tout ça fait évidemment qu'il y a plus l'annexion du cinéma. Il faudra ajouter aussi ça, tout ce qui est de l'ordre du visuel et du cinéma, qui est la dernière demande en ce moment, va plutôt dans ce sens-là. Et on va plutôt inviter soit un spécialiste de cinéma, soit un deleuzien cinématophile, disons, ou un philosophe qui connaît le cinéma. Donc évidemment, la demande s'est beaucoup diversifiée. Hein, je crois que ça tient plutôt au changement interne des départements qu'à un moindre intérêt qu'ils auraient pour les littéraires français. Mais je ne crois pas qu'il y ait une vraie divergence là-dessus. Pardon, du coup, j'ai l'impression de parler. Je ne crois pas qu'il y ait une vraie divergence là-dessus entre ton analyse et la mienne. Si je peux juste ajouter un mot, je pense que ces transformations actuelles, elles sont aussi liées à des conditions budgétaires et aussi la menace qui pèse sur les départements de littérature aux États-Unis. Je pense en France, c'est pas encore arrivé de cette façon, mais ça. Voilà, des littératures non américaines. Voilà, je vais donner la parole à Lydie Moudi-Leno qui va nous faire un témoignage en direct. Oui, je pense que ce qui a changé peut-être, c'est que maintenant, Gisèle, tu parlais de conditions matérielles, les budgets sont différents, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre d'inviter quelqu'un pour un semestre sans que cette personne enseigne effectivement un cours de littérature au niveau moyen, c'est-à-dire un cours du style panorama de la littérature, etc., ce qui n'intéresse en général personne, et surtout pas les visiteurs français. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on invite quelqu'un, je parle de mon expérience à l'université de Pennsylvanie, quand on invite quelqu'un en français, il faut aller chercher des crédits du financement du côté de l'histoire, du côté de la sociologie, du côté de la littérature comparée, etc., pour réunir de quoi payer un billet, des honoraires, un séjour, etc. Donc les conditions matérielles ont fait aussi que l'interdisciplinarité s'est imposée de fait pour permettre ces échanges par rapport aux belles années 70 et 80. Voilà. Alors j'ai intitulé ça les vertus du formalisme, donc c'est quelque chose comme Back to the Future. Et puis j'ai un peu changé j'étais d'abord prévu je crois en cognition, maintenant en forme, et vous verrez que j'ai pas vraiment pu oublier l'endroit d'où je venais, donc il sera un peu question de cognition aussi. Je partirai du constat d'un apparent paradoxe qui a été souligné par Lucille. D'un côté, une école de sciences sociales, et de l'autre côté, la même école qui a vu naître et se développer sans doute ce qui ont été en partie les études les plus importantes dans
paradigme, entre guillemets, structuraliste des études littéraires de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc ça peut apparaître comme un apparent paradoxe, puisque le structuralisme a été accusé de formalisme, c'est-à-dire a souvent été accusé d'identifier la littérature à une simple affaire de forme et de s'y intéresser aux dépens de leur sens, de leur référence. Donc c'est comme l'idée était que le formalisme ne s'intéresse qu'à la technique littéraire et non pas au fond des œuvres. On l'accusait aussi, on l'accuse en partie encore aujourd'hui aussi, de procéder à une analyse purement internaliste. Et à ce titre, on l'a opposé parfois aux approches des sciences sociales qui étudient les faits littéraires dans leurs interactions avec les autres faits sociaux et dans le contexte de ces faits. Il me semble que ce paradoxe n'est qu'apparent, et je voudrais essayer de le montrer sur on n'a pas beaucoup de temps, sur un cas particulier en partant d'un texte de Barthes. Mais d'abord, je voudrais simplement donner un exemple de la façon dont des études apparemment purement formelles ont eu de l'importance loin au-delà non seulement des études purement formelles de la littérature, mais même au-delà des études de la littérature. C'est le cas des études d'analyse du récit dont il va être question plus tard. On sait que c'est à l'école qu'il y a eu les premiers éléments d'une nouvelle approche de l'analyse thématique du récit, certains textes de Barthes, mais aussi les travaux de Brémond, donc qui reprenaient en partie les travaux de Propp, etc., mais aussi le développement de ce qu'on appelle plus généralement la narratologie, c'est-à-dire en fait une analyse formelle des techniques narratives. Or, l'influence de ces études, de ces travaux, s'est étendue non seulement aux études littéraires et à l'enseignement de la littérature, parfois hélas, mais aussi au-delà de la littérature dans les sciences humaines et au-delà des sciences sociales. Par exemple, le psychologue Raymond Mayer, qui a publié en 2004 un article classique qui s'appelle The Neuropsychology of Narrative, Story Comprehension, Story Production and Their Interrelation, cite l'introduction à l'analyse structurale du récit de Barthes, parmi une bibliographie qui est à part cela, totalement psychologique. De même, les travaux du psychologue Rolf Zwan sur la structuration du récit en séquence d'événements utilisent beaucoup d'aspects de la grammaire qui était célèbre dans les années 70-80, la grammaire du récit de Van Dijk et Kinch. Cette grammaire, donc d'un chercheur hollandais et allemand, elle-même a puisé largement dans l'analyse structurale des récits. Et en fait, cette rencontre entre des travaux de psychologie, en partie des travaux de psychologie expérimentale, et les études formelles n'est pas étonnante, parce que ces travaux de psychologie s'intéressent à la même chose, c'est-à-dire à une analyse formelle du récit. Et il me semble qu'elle témoigne de la fécondité possible d'une variante de structuralisme encore aujourd'hui, et c'est sous son trait méthodologique central, l'analyse formelle. Donc je voudrais me faire l'avocat du diable et défendre un peu cette approche formaliste. Donc comme je dois aller vite, je me suis borné à un petit article de Roland Barthes, décidément, qui s'appelait l'activité structuraliste. Donc c'est une des multiples casquettes de Roland Barthes. C'est une casquette qu'il n'a pas portée longtemps, mais c'était une casquette pas mal. Et donc ce texte, bref, daté de 63, qui est repris dans les essais critiques, constitue, à mon avis, la présentation la plus claire et la plus juste de l'enjeu d'une approche des faits de création verbale et plus largement des faits de création symbolique, qui n'est pas propre d'ailleurs au structuralisme des années 60, mais qui a sous des formes multiples traversé tout le XXe siècle, et dont les sources les plus importantes furent la linguistique structurale de Saussure, bien entendu, la théorie de la phonologie de Troubetskoy, et puis le formalisme russe qui est lié à ces deux-là. Alors Barthes commence son texte en se demandant qu'est-ce que le structuralisme, bien sûr, c'est la question qu'il faut poser, question qui deviendra le titre d'un ouvrage collectif auquel Barthes ne participera pas, puisque c'est Tsvetan Todorov, en fait, qui écrira le texte consacré à la poétique. Mais la réponse qu'il donne dans ce petit article débute par une mise au point qui montre qu'il était conscient, donc dès 63, du danger des terminaisons en isme. Donc ici, structuralisme. Parce qu'il insiste sur le fait que ce qu'il appelle structuralisme ne désigne pas, donc je cite, une solidarité de doctrine ou de combat, ni une école, ni un mouvement, mais, dit-il, une activité. Et il définit cette activité comme une succession réglée d'un certain nombre d'opérations mentales.
Alors le but de ces opérations mentales, d'après lui, est, je le cite encore, de reconstituer un objet, de façon à manifester dans cette reconstitution les règles de fonctionnement ou les fonctions de cet objet. Fin de citation. Alors il précise en quoi consiste cette reconstitution. Il dit qu'il s'agit, citation, d'un simulacre dirigé, intéressé, dont la visée est de produire de l'intelligible. Alors le terme de simulacre risque d'induire en erreur, étant donné les connotations qu'il a, surtout depuis Jean Baudrillard. Chez Barthes, ici, il s'agit de quelque chose de différent, donc ce n'est pas une simulation qui prend la place de la réalité, parce qu'il continue en écrivant que le simulacre, c'est tout simplement l'intellect ajouté à l'objet. Et il précise, le simulacre met en jour le procès proprement humain par lequel les hommes donnent du sens aux choses. Construire des simulacres serait donc la mise en œuvre consciente et réfléchie d'un ensemble de procédures mentales qui, par ailleurs, serait le mode opératoire constitutif de la connaissance humaine ou de notre rapport au monde. Qu'est-ce qui permet à ce simulacre d'opérer cognitivement? Alors Barthes note que le simulacre n'est pas une copie du réel, donc n'est pas fondé sur ce qu'il appelle une analogie des substances, mais une analogie des fonctions. Deux lignes plus loin, il remplace le terme d'analogie par le terme de relation d'homologie qu'il emprunte à Lévi-Strauss, ce qui n'est pas vraiment la même chose, mais ce n'est pas important pour mon argument. Je crois que ce qui a pu devenir clair entre-temps, c'est que ce que Barthes appelle ici simulacre se dit plus couramment modèle. Le but de l'activité structuraliste, donc je l'ai réécrit, le but de l'activité structuraliste est de développer des modèles, c'est-à-dire des constructions mentales qui peuvent tenir lieu de la réalité ou de certains aspects de la réalité pour des opérations cognitives que nous voulons mener sur cette réalité. Il me semble qu'on est proche de la notion d'idéal type de Max Weber. Je cite rapidement Max Weber qui note « On obtient un idéal type en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes isolés, diffus et discrets, que l'on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre, par endroits pas du tout, qu'on ordonne selon les précédents points de vue choisis unilatéralement pour former un tableau de pensée homogène. » Fin de citation. De même que Weber avait insisté sur le caractère unilatéral de la base à partir de laquelle était formulé l'idéal type, sur le fait qu'il accentue certains points de vue aux dépens des autres, etc., Barthes insiste sur ce qu'il appelle le caractère orienté et intéressé de ce qu'il appelle simulacre. Donc, comme l'idéal type, le simulacre barthésien est une construction opérationnelle qui doit fonctionner. Connaître par modélisation, ce n'est pas comparer une représentation avec son objet, c'est construire une représentation sur laquelle on peut entreprendre diverses opérations cognitives dont les résultats seront ensuite appliqués à l'objet pour validation ou invalidation. Barthes précise d'ailleurs les deux étapes de l'activité modélisante. Il y a d'abord une phase de découpage, c'est-à-dire de décomposition analytique, qui est suivie d'une phase d'agencement, c'est-à-dire de recomposition réalisée grâce à des règles de combinaison qui prescrivent une récurrence réglée des unités et de leurs associations. Et ce sont ces règles de combinaison qu'il appelle forme. Donc en fait, il emprunte la notion de forme à la linguistique. C'est la forme, dit-il, qui permet à la contiguïté des unités de ne point apparaître comme un pur effet du hasard. L'introduction de la notion d'hasard fait évidemment penser au modèle cybernétique, qui est le deuxième point d'accroche en fait des théorisations de Barthes à ce moment-là. Mais le modèle cybernétique a un autre aspect sur lequel Barthes insiste lorsqu'il parle d'activité structuraliste et non pas de structure, c'est le fait que les règles combinatoires qui forment ou informent la substance, les sons, les tracés, les graphiques, etc., le font de proche en proche par des opérations locales récursives et non pas comme des structures abstraites qui existeraient en amont et qu'il suffirait d'aller rechercher dans la réalité. C'est bien quelque chose qui opère de proche en proche et qui opère en tant que modèle, donc qui ne correspond pas point par point à des choses qu'on peut retrouver dans la réalité qu'on observe. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle il définit le structuralisme dans ce texte, donc avec cette casquette-là, comme une activité plutôt que comme une ontologie. Pour mesurer l'importance des procédures de décomposition et de recombinaison dans la connaissance humaine ou dans notre rapport au monde, permettez-moi de quitter pour un très bref instant le domaine de la littérature pour celui de la perception visuelle. On sait que la première étape ou les premières étapes du traitement du signal visuel consistent en un encodage sélectif des stimuli qui sont projetés sur la rétine. Et cet encodage se fait selon des différenciations de base discontinues
et qu'il était réalisé dans des modules spécifiques du cortex strié. Les cellules de chacun de ces modules sont sensibles à un type spécifique de différenciation de base, dont les plus importants sont l'encodage des orientations des contours, la direction des mouvements, la profondeur relative, la fréquence spatiale et les contrastes chromatiques. Chacun de ces types de différenciation est organisé selon un nombre de distinctions discontinues qui forment système. Par exemple, pour l'orientation spatiale, horizontale, verticale et diagonale. Pour d'autres, c'est en avant, en arrière, à côté, etc. Et l'objet ou la situation ou l'événement que nous voyons résulte de la synthèse de toute une cascade hiérarchiquement organisée de tels encodages qui projettent ce qu'on appelle des cartes rétinotopiques, c'est-à-dire des représentations déformées de ce qu'il y a sur la rétine, mais homéomorphes, donc formellement équivalentes du champ visuel. Il s'agit donc bien d'un processus de modélisation. La complexité du stimulus rétinien est d'abord réduite par des encodages sélectifs d'éléments de base, organisés par paquets de différenciation finis, qui sont ensuite hiérarchiquement intégrés. Et je pense que le simulacre tel que Barthes essaye de le circonscrire de manière beaucoup moins précise fonctionne de la même manière. Le simulacre modèle est homéomorphe, ce serait ça, je pense, le bon terme plutôt que homologue, de la réalité dont il est extrait. Mais à la différence de la modélisation opérée par notre vision, les simulacres dont parle Barthes, à savoir les modélisations des faits littéraires et plus largement des faits symboliques, opèrent sur des objets qui sont déjà des modèles. Ceci explique, je pense, pourquoi Barthes insiste sur le fait que l'activité structuraliste ne définit pas uniquement le travail de la réflexion, le travail de recherche, mais qu'elle est aussi à l'œuvre dans l'activité poétique elle-même. On a fait ici la modélisation ou la construction de simulacres formels, pour reprendre la terminologie de Barthes, et la manière dont nous représentons les choses. Comment pourrait-elle ne pas aussi être le principe de la constitution des œuvres d'art, si l'on admet qu'une œuvre d'art est toujours aussi une représentation, c'est-à-dire si on admet qu'elle participe, et je cite Barthes, de la machine immense qui est l'humanité en train de procéder inlassablement à une création de sens sans laquelle elle ne serait plus humaine. Pour en rester au niveau de la littérature, cela signifie que l'analyse formelle menée par le chercheur en littérature construit une modélisation homéomorphe de second niveau, puisqu'elle prend pour objet des œuvres littéraires qui sont déjà des modélisations. Barthes exprime, il n'est pas le seul à cette époque, cette relation comme une distinction entre langage et métalangage. L'activité d'analyse structurale du chercheur est un métalangage dont le champ d'application est le langage de la littérature. Si on pense à Nelson Goodman, qui a élargi la notion de langage à l'ensemble des arts, on pourrait dire que l'analyse formelle en ce sens-là est un métalangage qui étudie les langages de l'art. Je finirai très très rapidement en attirant l'attention sur deux conséquences de cette rêverie autour de ce que pourrait être l'analyse structurale, de ce qu'elle a été en partie. La première est que si l'analyse formelle est la voie de la modélisation, alors lui reprocher de ne pas rendre compte du contenu des représentations, de leur sens, est un reproche non fondé. Barthes lui-même le rappelle lorsqu'il écrit que le but de l'activité structuraliste, je le cite, n'est pas d'assigner des sens pleins aux choses, mais de rendre compte des procédures qui engendrent le sens. 3 années dans Critique et vérité, il reprendra la même question en distinguant de manière un peu raide entre science de la littérature d'un côté, qui traite du sens, et critique, qui produit du sens. Le formalisme conçu comme principe méthodologique n'implique donc pas en lui-même une doctrine formaliste concernant la fonction des œuvres d'art. L'œuvre d'art a bien pour fonction de produire du sens. Si nous devons néanmoins étudier formellement aussi ces œuvres, c'est précisément pour pouvoir rendre compte de leur efficacité herméneutique. Et la raison en est, selon Barthes, qu'une œuvre d'art, comme tout symbole, est une substance formée ou informée et que c'est la forme qui la rend capable de signifier. Dans la perspective structurale, la distinction entre forme et contenu devrait donc être remplacée par une relation à 3 termes qui lie la production de forme, les formes engendrées, et la production de sens par réactivation, par un lecteur ou par une communauté de lecteurs des formes engendrées. La fonction de la forme est de permettre que du sens soit produit, mais le sens est produit non pas directement par la forme, mais bien sûr par le lecteur. Le but du chercheur est différent de celui du lecteur. Il ne veut pas ajouter un sens supplémentaire à ceux construits par les récepteurs de l'œuvre, qu'il est lui-même par ailleurs, mais ni un sens plus correct, etc. Il s'agit pour lui de modéliser les procédures grâce auxquelles les textes, lorsqu'ils sont activés par un lecteur ou une lectrice, engendrent du sens ou des sens.
Ma dernière remarque, et j'aurai fini, concerne une difficulté qui est spécifique à la stabilisation de la différence entre langage et métalangage, et donc à la stabilisation des modèles dans les sciences humaines. Dans Langage et Société, qui est un texte de 1951, Claude Lévi-Strauss avait rappelé que Norbert Wiener s'était demandé, donc le mathématicien et cybernéticien, s'était demandé si les sciences sociales étaient capables d'atteindre le type de modélisation des sciences de la nature. Il avait répondu négativement à la question, et la raison principale qu'il avait donnée était que, contrairement aux sciences naturelles, où l'influence de l'observateur sur ce qui est observé, bien que réel, est négligeable, dans les sciences sociales, le développement de la connaissance retentit très fortement sur l'objet qui est analysé. Pour Wiener, dans les sciences naturelles, l'influence de l'observateur sur ce qu'il observe est négligeable, soit parce que l'objet est infiniment plus grand que l'observateur, en astrophysique par exemple, soit parce que les objets, lorsqu'ils sont petits, sont tellement nombreux qu'on ne peut les étudier que de manière statistique, ce qui là aussi annule les effets des interférences avec le sujet qui observe. En revanche, dans les sciences sociales, pensait-il, les modifications entraînées par l'acte d'observer ce qu'on étudie sont du même ordre de grandeur que les phénomènes qui sont observés, et donc il y a de forts ou de puissants effets d'autoréférentialité de l'étude sur ce qui est étudié. On connaît la réponse de Lévi-Strauss à cette objection de Wiener, c'était il y a au moins une science sociale où c'est possible, c'est la linguistique. Et donc il a essayé de montrer pourquoi. La première raison, c'était qu'elle échappe au risque d'autoréférentialité, parce que les phénomènes étudiés relèvent d'un niveau de réalité qui n'est pas conscient et qui ne devient pas conscient. En parlant, dit-il, nous n'avons pas conscience des lois morphologiques et syntaxiques en vertu desquelles nous construisons nos énoncés, et encore moins des oppositions phonologiques à l'aide desquelles le système des phonèmes est construit. La connaissance que nous avons de la langue n'interagit donc pas avec notre pratique linguistique, cette connaissance-là des fondements de la langue, et cela vaut même pour le linguiste. Même le linguiste, quand il parle normalement, il ne construit pas ses phrases consciemment en appliquant les règles de la grammaire générative, par exemple. En deuxième lieu, les séries de données dont nous disposons pour les langues sont très nombreuses et s'étendent sur une durée très longue. Donc nous pouvons les exploiter statistiquement. Et Lévi-Strauss en concluait que nous pouvons aspirer à élaborer des modélisations stables et prédictives dans le domaine linguistique et, espérait-il, dans le domaine anthropologique aussi, à condition que nous changions nos méthodes. Qu'en est-il dans le domaine de l'art verbal? Nous disposons de données qui forment un sous-groupe très grand à frontières floues de l'ensemble des faits de langage, mais qu'en est-il de l'influence de l'observateur sur ce qu'il observe, donc de la stabilité et de la valeur prédictive de ces modélisations? Si on suit Lévi-Strauss, ce serait en fait une question qui concerne le niveau mental sur lequel opèrent les formes de modélisation littéraire qui sont l'objet de la recherche. Il est probable qu'elles n'opèrent pas toutes sur le même niveau. Par exemple, les règles conscientes de construction narrative semble être un niveau de modélisation consciente, donc de métamodélisation d'une certaine manière, d'un ensemble de procédures de segmentation événementielle qui organisent le flux de la vie vécue des humains. Et ces procédures sont en grande partie préintentionnelles, ce qui a amené Daniel Dennett, donc le philosophe, à écrire « De même que les araignées n'ont pas besoin de penser de façon consciente et délibérée comment tisser leur toile, de la même manière nous, contrairement aux conteurs professionnels, ne déterminons pas consciemment et de manière délibérée quels récits nous allons raconter et comment nous allons les raconter. Nos récits sont tissés, mais pour l'essentiel, ce n'est pas nous qui les tissons, ce sont eux qui nous tissent. De même, les règles de prosodie poétique peuvent être conçues comme des modélisations de deuxième niveau de la modélisation phonologique qui, comme Lévi-Strauss l'a rappelé, est procédurale, inconsciente. Il est peu probable que toutes les techniques littéraires fonctionnent de cette manière, mais voilà au moins déjà deux questionnements importants, récit et prosodie, qui semblent pouvoir donner lieu à une modélisation stable et ayant une valeur prédictive. On pourrait peut-être même reprendre la suggestion de Lévi-Strauss à propos des langues, c'est-à-dire s'interroger sur la possibilité de passer d'une analyse qualitative à l'analyse quantitative et aux statistiques, et donc éventuellement à des modèles probabilistes, ce qui serait une façon de minimiser l'influence de l'observateur sur ce qu'il observe, et je fais évidemment ici référence aux propositions développées par Franco Moratti. Mais entre-temps, mon rêve d'un Back to the Future est en train de se transformer peut-être pour certains d'entre vous en cauchemar, et donc je m'arrête là. Merci. Je
voulais d'abord te remercier pour ce programme formidable qui pourrait être un de nos axes futurs à l'école des hautes études, en collaboration, j'imagine, avec des collègues de beaucoup d'endroits. Moi, je réfléchissais à cette notion de modèle et je me demandais comment on peut l'articuler avec celle développée par Evan Zohar dans la Polysystem Theory, qui est, je pense, à un niveau un peu plus proche de la fabrique. Par exemple, comment on construit un dialogue, d'où viennent ces modèles, aussi la circulation internationale. Donc, il montrait par exemple que les modèles de la littérature française en hébreu étaient véhiculés par le russe, et donc il y avait plein de solutions concrètes d'écriture qui étaient liées à ce transfert. Et je pense que si on arrivait à articuler ces niveaux, ça permettrait de passer à la fois des représentations, parce que les représentations sont aussi modélisées. Donc là, c'est le lien au niveau de quoi il est légitime de parler dans une description. Enfin, ça varie. Et puis dans la Polysystem Theory aussi, qui est très nourrie des formalistes russes, il y a aussi l'idée des modèles disponibles et des modèles accessibles. C'est-à-dire qu'il y a dans ce qu'il appelle le répertoire culturel des modèles qui existent du passé, mais qu'on ne va pas forcément réactiver. Par exemple, les classiques, ils servent un peu de référence, mais c'est pas un modèle qu'on va utiliser pour la création contemporaine, par exemple. Oui, voilà, pardon. Je pense qu'il y a... c'est le problème d'une part de la relation de modèles à des niveaux différents, d'explicitation ou aussi de procéduraux ou au contraire conscients, mais c'est aussi et ça c'est beaucoup plus, je pense, et c'est beaucoup plus important, mais aussi beaucoup plus compliqué, c'est que si on accepte quelque chose comme la modélisation avec une sorte de bricolage qui est le bricolage de notre esprit pour construire des représentations de la réalité dans laquelle nous vivons, de la réalité que nous sommes, c'est l'effet en retour de niveau conscient qui peut descendre, ce qu'on appelait une hiérarchie descendante, non pas dans des niveaux directement peut-être procédurier, mais au point de rencontre où ce qui opère automatiquement est transformé en ce qui est opéré consciemment et où toutes les règles culturelles interviennent. Et on sait que ce niveau où l'attention intervient, il est variable, il dépend de l'exercice de l'attention en partie. Mais il y a aussi le simple fait que cette façon-là de parler des choses est très simple, parce que c'est comme s'il y avait un cerveau seul avec... Voilà, mais ça c'est simplement purement méthodologique, mais en réalité ce cerveau est un cerveau social et il a des bricolages modélisants à tous les niveaux, et ces bricolages sont des bricolages plus ou moins partagés, plus ou moins contraignants, plus ou moins accessibles ou pas accessibles, et c'est vrai, je pense, le vrai problème pour une école de sciences sociales, si on s'intéresse aussi à ce niveau mental ou individuel, et je crois qu'il faut le faire, c'est d'arriver non pas à construire une dérivation du social à partir de l'individuel, ni au contraire avoir dans l'individuel une production simplement du social, mais c'est de voir que c'est un nœud, et c'est à ce nœud où se construit ce que nous sommes dans notre diversité et dans les choses que nous partageons. C'est ça, non, j'espère. Oui, merci beaucoup Jean-Marie pour cette réflexion et ce retour en arrière et ouverture vers l'avenir. Moi aussi, je suis un partisan des vertus de la modélisation. De toute façon, je crois qu'on ne peut pas en douter. Mais on a quand même quelques domaines qui sont plus ou moins... qui résistent. Et je pense en particulier, donc maintenant, si on se tourne vers la musique, à tout le domaine des émotions, de la construction des émotions individuelles et partagées. Et là, est-ce que c'est simplement que les sciences cognitives ne sont pas encore suffisamment armées pour essayer d'y voir un peu plus clair, ou est-ce qu'il n'y a pas une spécificité là de l'expérience esthétique in situ qu'on aura sans doute du mal à transformer immédiatement en construction de sens, de signifier. C'est donc les limites du bricolage du modélisateur s'agissant de la musique.
Voilà. Je pense que ce n'est pas un problème de la musique, ni même un problème de l'esthétique, c'est un problème général, mais c'est simplement que moi je n'ai pas parlé de ce qui est pour moi en tout cas le deuxième principe à partir duquel je partirai à partir duquel je pars aussi quand je fais mes recherches, c'est qu'il n'existe pas de représentation neutre, elles sont toutes émotivement investies et d'où la possibilité et la réalité permanente d'interaction entre la modélisation cognitive qui n'est qu'une catégorie analytique pour mieux avancer et la composante émotive avec des interactions dans les deux sens, puisqu'il y a quand même beaucoup de travaux consacrés aux interactions entre cognition et émotion et qui semblent montrer que ça va dans les deux sens, sans parler du problème très très compliqué qui est de savoir dans quelle mesure l'émotion a ou n'a pas en elle-même, possède pas en elle-même déjà une dimension cognitive. Certaines émotions comme la peur, etc., en général, on dit qu'elles sont liées à des dimensions cognitives, c'est des signaux d'alerte, voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi que rien n'est réductible à rien, mais donc il faut complexifier, mais en même temps, il faut avoir des distinctions analytiques pour comprendre, me semble-t-il, les interactions. Donc je suis d'accord avec toi. Oui, merci Jean-Marie. Moi j'avais une question qui était sur un point sur l'articulation entre les types de modélisation, de production de simulacres savantes, c'est-à-dire au niveau de la recherche, ce dont Barthes, je pense, parle lorsqu'il parle de l'activité structurale, et les formes de modélisation que tu as évoquées un moment, qui sont les modélisations ordinaires des lecteurs engagés dans l'expérience même de la lecture. Et en fait, je me demandais si elles étaient à un moment, tu parlais de méta, tu parlais en fait du rapport entre la modélisation de l'auteur et celle du critique, mais entre celle du lecteur qui lui permet en fait d'accéder justement au sens ou au rapport au monde qui est transmis par le texte et celle du critique, est-ce qu'elles sont de même ordre et de même nature ou pas? Parce que par exemple, tu prenais l'exemple, pour prendre juste un exemple, tu citais Moretti à la fin. On voit bien que le type de modélisation, par exemple, que propose Moretti, non seulement elle n'est pas en continuité avec l'expérience de modélisation engagée cognitivement dans l'expérience de lecture ordinaire, mais elle est même en rupture, et en rupture explicite avec, puisque le modèle de la distant reading et de la mise en série, justement, fait émerger des faits structurels dont le lecteur ne peut pas saisir. Donc voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on peut tenir cette double type de modélisation dans la production du sens au niveau de la modélisation savante et de l'expérience ordinaire de lecture. Si je peux juste ajouter à cette question, parce que j'avais une question que j'avais posée à Moretti il y a 2 ans quand il était intervenu dans un séminaire à l'école, c'était la question aussi parce que ces modélisations, ça permet en fait d'étudier les pratiques et de les comparer aux normes. Par exemple, sur la tragédie, je lui demandais est-ce que les variations qu'il observait entre la France, l'Angleterre et l'Espagne tenait une expression des normes différentes ou qu'on observait une divergence entre la pratique et les normes. Bon, il n'a pas pu me répondre, il m'a dit que c'est une question intéressante, mais voilà. Donc en amont, c'est la même question. Oui, je dirais d'abord que rien ne peut répondre à tout, mais c'est pour les deux questions en fait. Je pense que dans le système, dans la conception classique de la modélisation ou des simulacres aussi chez Barthes, ce qui pose problème, c'est la distinction entre langage et métalangage. Barthes dit qu'il y a plusieurs métalangages un métalangage peut devenir le langage d'un autre métalangage. C'est l'idée qu'il y a des hiérarchies différentes, mais cela ne résout pas le problème que tu as posé et qui est effectivement celui que la modélisation des pratiques des lecteurs ne coïncide pas avec la modélisation que Barthes a en tête lorsqu'il pense à la modélisation qu'entreprend le chercheur en sémiotique, puisque le chercheur en sémiotique est censé presque faire une sorte de modélisation transcendantale des conditions de possibilité des modélisations des lecteurs. Mais je pense que son travail, d'après cette vision-là de Barthes cette année-là,
de cette soirée-là, quand il a écrit cet article, était que ce n'est pas exactement le même objet. Et donc, pour être cohérent, il faudrait partir du fait que modéliser les pratiques affectives des lecteurs devrait être confronté à la modélisation du type barthésien qui s'inspire de la modélisation des langages pour que la modélisation la plus générale puisse être validée par ces modélisations-là. Il n'y a pas deux niveaux. Je pense que, et c'est le rapport, comment est-ce que je valide un modèle, disons, psychologique général face à l'histoire, par exemple, ou un modèle statistique général face à l'histoire et à la question des causes qui font que pourquoi les choses sont cela. C'est le point le plus difficile. Je pense qu'en général, les gens qui sont engagés dans des perspectives de modélisation n'y répondent pas. Mais je pense que, bien sûr, nous, on a besoin, à un moment donné ou à un autre, que ces réponses puissent être données pour la tragédie. Quand on compare les tragédies, par exemple, françaises, shakespeariennes, espagnoles, etc., c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a des chaînes causales multiples qui interagissent et donc qui sont à la fois des normes, à la fois des pratiques, et des pratiques qui se transmettent, qui sont transformées par les normes. Il y a les spectateurs, donc il y a vraiment... mais c'est ça la vie. Non, mais c'est ça, mais c'est surtout que son analyse des textes statistiques permet d'étudier les pratiques, c'est ça. Oui. On a le modèle par les normes, voilà. Mais c'est ça, donc on peut confronter ça. Oui. Bon, merci. Alors, nous parlons à deux du récit. Donc, vous avez déjà compris que la tête de Barthes est faite différemment de celle de Charles Bovary, parce qu'il a plusieurs casquettes. Il en change. Et donc, on va sans doute en ajouter peut-être une. Donc, nous allons partir d'une citation. On aurait pu retenir d'autres exemples. Celui-ci, autant que d'autres, est représentatif. Donc, dans un livre, comme il y en a un certain nombre aujourd'hui, qui est intitulé « Managing Through Turbulent Times », The Seven Rules of Crisis Management, qui est un texte de 2009. Donc l'auteur écrit dans un chapitre qui est spécialement consacré aux stories. Donc je cite, on traduit, « Les histoires ont une puissante fonction sociale. Elles manipulent l'humeur et les attentes d'un public. Elles peuvent faire d'un narrateur un leader. Elles peuvent réunir une communauté autour de la poursuite d'un but commun et elles donnent un sens cohérent à ce qui autrement pourrait dégénérer en chaos. Les histoires ont été le principal outil des grands orateurs de l'histoire. Ils n'ont pas eu recours à la rhétorique parce qu'ils étaient dans l'ignorance des techniques que nous nommons aujourd'hui management. Ils s'en sont servis parce qu'elle était efficace. La qualité de la rhétorique et le contenu de ces histoires est le premier trait qui distingue un leader d'un manager. Les histoires ne se sont pas développées comme des documents objectifs et des rapports d'enregistrement, mais pour impressionner, pour enseigner et pour inspirer. Fin de citation. Donc l'auteur poursuit, puisque c'est une littérature très informée, avec la théorie des mèmes, donc introduite par Dawkins en 1976. Il explique que le concept de mème est important pour le management parce que, je le cite, le succès dépend de façon cruciale de la modification des attitudes, des croyances et des modes de comportement des autres. Fin de citation. Alors, quelle est la leçon de ce texte, évidemment baroque pour nous, qui ne sont pas des spécialistes du management, un domaine qui existait à peine il y a 40 ans? La leçon est que le récit est redevenu instrumental et qu'il est à nouveau du ressort de la rhétorique. Donc, dans le temps où il est un objet d'étude pour les sciences sociales lato sensu, c'est-à-dire sociolinguistique, pratique clinique, théorie littéraire, droit, sociologie, historiographie, psychanalyse, ethnologie, théologie, et il existe, comme vous le savez même, une branche scientifique qui lui est spécialement dédiée qui s'appelle la narratologie. Le récit est étudié par les organisations et les entreprises comme des répétitions de thèmes et des sortes de métamodèles applicables dans un certain nombre de situations. Donc il y a 50 ans, plutôt que 40, dans le cadre de l'EPHE, pas encore de l'EHEC, donc il y a enfin un point de passage, exactement comme la New School l'était auparavant, pendant la guerre. Donc il y a 50 ans paraissait l'anthologie des textes sur les formalistes russes qu'on a déjà mentionnés,
donc qui était, comme vous le savez, procuré par un jeune Bulgare invité sur une bourse gaullienne pour un an, tout comme Julia Kristeva. Donc un an plus tard, en 1966, paraissait le texte programmatique de Barthes sur l'introduction à l'analyse des récits dans un numéro de communication qui a fait date, comme le recueil sur les formalistes russes des années 10 et 20. Donc l'année où il a publié ce texte programmatique, Barthes travaillait sur la rhétorique, comme en témoigne le recueil des résumés et des cours des séminaires de l'EPHE de l'époque. Jusque-là, dans la tradition occidentale, le récit avait trouvé précisément sa première nécessité et sa raison d'être dans les limites de la rhétorique, et plus précisément de la rhétorique judiciaire. Donc le procès jugeant des faits, ces faits étant par définition déjà accomplis, le récit exposant l'affaire, le fait sur lequel le juge avait à se prononcer. Donc le récit étant donc ce qui permettait de présenter, sinon de savoir ce qui s'était passé, et donc étant dans tous les cas une machine à élaborer du passé. Donc Barthes a cependant clairement séparé le récit de la rhétorique, c'est-à-dire qu'il n'empruntait pas, comme cela a déjà été dit, à la tradition des humanités classiques, et il rompait également avec les études littéraires traditionnelles héritées de la philologie du XIXe siècle. Il empruntait pour sa programmatique du récit à l'anthropologie structurale et à l'analyse des mythes de Lévi-Strauss, comme il empruntera à la linguistique structurale pour son étude du vêtement et du système de la mode en 1967. En d'autres termes, c'est bien grâce aux sciences humaines, via l'anthropologie et la linguistique, que la théorie du récit a pu se développer. C'est en tout cas via sa liaison alors extrêmement étroite avec les sciences humaines que l'analyse narrative a pu aussi appréhender la double dimension ontologique et phylogénétique du récit, c'est-à-dire à la fois outil des apprentissages, des mécanismes d'apprentissage chez l'enfant et outil de la transmission des cultures humaines. Ce n'est qu'ensuite, au début des années 70, que ce qui avait été entre-temps baptisé narratologie est devenu, dans sa version française en tout cas, qu'on le constate, qu'on le regrette ou qu'on s'en félicite, une narratologie pratiquement appliquée au seul récit littéraire écrit. Donc avec SZ de Barthes dès 1970, qui est consacré à la nouvelle de Balzac-Sarrazin, et puis ensuite avec Discours du récit de Genette, 2 ans après, consacré, donc qui est une théorie de cas en fait, c'est la théorie d'un cas, puisque c'est la théorie à partir du récit. Marcel devint écrivain, qui se limite à... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un récit ? Narrer, c'est raconter une histoire. Les conditions minimales du storytelling, ou de ce qui peut être considéré comme une histoire, sont de fait minimales. Une condition est que l'histoire doit être racontée, elle n'est pas trouvée. Une autre condition est qu'il faut au moins 2 événements pour faire un récit et qu'il existe une relation plus ou moins large, quoique non logique, entre ces événements. Une troisième condition importante du récit est qu'il doit inclure une dimension temporelle au sens d'une relation temporelle entre les événements. C'est-à-dire que le récit est donc une réponse et une interrogation sur la cause dont il est lui-même l'effet. Enfin, le récit est aussi à la fois un produit, un acte et un objet. Le produit, c'est l'histoire racontée. L'acte, c'est la narration de cette histoire, ce que en France... on a appelé le discours narratif, ou discours du récit, qui explore principalement les anachronies du récit. Donc, enfin un objet, au sens où le texte d'une histoire est appelé un récit. Bon, à la grande époque du structuralisme, la structure narrative est considérée, je dirais, presque à l'exclusion de tout autre aspect du récit, c'est-à-dire la référence ou la vérité et les usages ou les pratiques narratives. Donc ces 3 domaines correspondent grossièrement et respectivement à ceux de la syntaxe, de la sémantique et de la pragmatique. De l'analyse des mythes, la première analyse du récit a conclu qu'on ne saurait s'attacher au déchiffrement des contenus sémantiques. Parce que ces contenus sémantiques sont éminemment variables à l'intérieur d'un même corpus et qu'ils apparaissent sinon comme arbitraires, du moins comme purement accessoires. C'est-à-dire, dans le mythe, aucun contenu n'est privilégié. Le récit est susceptible de mettre en relation un nombre illimité de contenus. La théorie des récits participe idéalement à ce moment-là de l'émergence d'une sorte de future science unifiée de la communication,
par le biais de la sémiotique ou de la cybernétique, comme il a été dit. Donc la possibilité de toute communication étant subordonnée à l'existence de constantes de sens, la légitimité de l'étude synchronique des codes ou systèmes linguistiques est indiscutable. C'est-à-dire que l'observation des similarités structurales entre les récits est un facteur beaucoup plus important de groupement de ces récits que des facteurs qui auparavant avaient été considérés, c'est-à-dire le genre ou la thématique. Donc la question du statut, qu'il s'agisse au fond que le récit soit mythique, qu'il s'agisse de religion, qu'il s'agisse de folklore ou d'histoire ou de fiction, est secondaire par rapport à ce qu'on appelle à l'époque les grammaires, les codes, les transformations présentes. Présentes partout, donc des légendes homériques à l'histoire chrétienne de la résurrection, au récit des Mille et une nuits, des contes pour enfants, aux intrigues des littératures du monde. Alors, le récit ne pose pas de problème spécifique des points de vue de la référence ou de la vérité, sauf à considérer, comme on l'a souvent fait, les récits fictionnels comme étant la norme. Donc, ce qui a causé, vous savez, le débat historiographique qui a duré une dizaine d'années autour des thèses d'Aidan White et par rapport à quoi, notamment, les historiens ont eu à se débrouiller. Donc les récits sont innombrables, vous vous souvenez de cette phrase de Barthes, cela veut dire que même si les récits ont en commun des conditions formelles minimales en ce qui concerne la mise en ordre des événements dans une histoire, il y a des types de récits radicalement différents. Et donc le meilleur moyen de les différencier, avant d'en venir à une conclusion sur la question des langues, le meilleur moyen de les différencier aujourd'hui, c'est sans doute d'observer ce que sont les usages, les pratiques narratives sociales réelles, c'est-à-dire les domaines d'action. Alors, j'ajoute un terme, c'était à la suite de la communication de Lucille Dumont, je dirais que le succès de la théorie du récit se mesure autant au nombre de professeurs invités français qu'au fait que la discipline est devenue une discipline scientifique internationale, au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'en fait, la langue aujourd'hui en est, et là aussi qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse ou qu'on le constate, la langue de la discipline est l'anglais. À toi, cher Américain. Alors, Philippe vient de nous rappeler quelques-uns des acquis de l'étude structurale du récit des années 60 et 70, dont les principaux auteurs étaient, pour la plupart d'entre eux, associés à l'EPHE et à l'EHSS. L'acte fondateur, bien sûr, reste le célèbre volume 8 de la revue Communication, publié en 1966, même si le nom de la nouvelle science, la narratologie, n'a vu le jour que 3 ans plus tard, à la proposition de Tsvetan Todorov. Alors, si cette nouvelle approche représente une rupture nette avec les études littéraires traditionnelles, elle reste, dans l'esprit de beaucoup de chercheurs français, associée au structuralisme français. Mais en réalité, les choses se sont beaucoup évoluées depuis un bon quart de siècle. Si la première narratologie se consacrait globalement aux structures narratives, c'est-à-dire la syntaxe du récit, les recherches plus récentes s'intéressent davantage aux usages et aux pratiques du récit dans quasiment tous les domaines sociaux et disciplinaires, signe de ce qu'on reconnaît sous la rubrique du tournant narratif dans les sciences sociales et humaines. Alors, cette situation demande évidemment de multiples commentaires. Ce qui est concerné, dans le fond, ce n'est pas la narratologie structurale, ni même la narratologie proprement dite, mais une nouvelle configuration de l'objet, des méthodes et des objectifs pour l'étude du récit, dont les racines historiques et disciplinaires sont fort diverses. Une évolution épistémologique profonde et en plusieurs manifestations différentes. Il n'est pas inutile de rappeler que le premier emploi du mot structure, en lien avec les sciences sociales, date de 1928,
Donc, bien avant le structuralisme français, lorsque Roman Jakobsen, travaillant au sein du cercle linguistique de Prague, parlait d'une linguistique structurale et fonctionnelle. 4 décennies plus tard, Jean Piaget a constaté que sur le plan épistémologique, le terme structure ne renvoie pas à une discipline, une doctrine ou une école quelconque. Il est plutôt un terme générique qui désigne des systèmes caractérisés par 3 qualités: la totalité, la transformation et l'autorégulation. Les mêmes qualités, à toute proportion gardée, de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la complexité. De ce point de vue, le structuralisme, y compris le structuralisme français, est englobé dans une mutation épistémologique majeure du XXe siècle qui dépasse les positions adoptées par telle ou telle discipline ou école. La narratologie structurale serait donc un reflet de cette mutation. D'un point de vue, elle fait partie d'un mouvement intellectuellement précis et de ses prolongements dans la recherche internationale, mais d'un autre côté, elle traduit, au-delà d'une méthode ou d'une doctrine particulière, une évolution plus vaste de la manière d'étudier et d'appréhender le récit. Une manière parmi d'autres de répondre à la question « qu'est-ce qu'un récit ?» Sans pouvoir développer l'argument ici, je soutiens que les effets de la narratologie s'étendent bien au-delà du cercle des initiés et qu'ils font partie du patrimoine partagé, parfois inconsciemment, de beaucoup de chercheurs qui se penchent sur les problèmes du récit. Ce constat semble être confirmé par l'évolution même de la narratologie. Si Roland Barthes, en s'opposant à la tradition rhétorique des études littéraires, affirmait en 1966 que les récits du monde sont innombrables, internationaux, transhistoriques, transculturels et transmédiaux, et qu'il se prête à l'examen sous l'angle de différentes disciplines, le chercheur américain David Herman proposait en 1999 de distinguer entre une narratologie dite classique ou structurale et une narratologie post-classique, distinction devenue monnaie courante dans le domaine. Selon Herman, et je cite, « J'emploie le terme narratologie très généralement d'une façon qui le rend plus ou moins interchangeable avec étude narrative. Cet emploi général reflète d'ailleurs, sans doute, l'évolution de la narratologie elle-même. Ne désignons plus tout juste sous-ensemble de la théorie littéraire structuraliste. Narratologie peut maintenant s'employer pour désigner toute approche raisonnée de l'étude du récit narrativement organisé, qu'il soit littéraire, historiographique, conversationnel, filmique ou autre. » Fin de citation. Donc, pour Herman, selon l'introduction d'un ouvrage collectif publié sous sa direction, Narratologies, au pluriel, Narratologies, New Perspectives on Narrative Analysis, et faisant date dans l'histoire moderne de la théorie narrative, la narratologie est devenue synonyme d'étude narrative. L'ampleur et la diversité de la recherche conduite sous la bannière de la narratologie classique sont telles que le sujet ne peut être abordé ici, même de façon hâtive. Quelques observations quand même. Ce nouveau paradigme proposé par Herman témoigne de l'internationalisation de ce que Herman appelle l'approche raisonnée de l'étude des discours narrativement organisés. Un mouvement accompagné, comme on peut s'y attendre, d'une importante diversification. Il existe depuis plusieurs décennies une International Society for the Study of Narrative qui se réunit une fois par an dans un grand congrès. Les nombreux échanges autour des problèmes du récit pendant ces colloques sont très riches, mais en même temps dispersés.
car il n'existe au sein de ces rencontres aucune ligne directrice partagée. D'accord. Et partagée, d'accord. Et aucun critère permettant de circonscrire l'objet récit. Sans consensus sur l'objet récit, le risque est de voir du récit partout. Et malgré l'excellence de beaucoup d'interventions, il reste difficile de faire le bilan des questions de méthode et d'objectifs de la recherche. Quoi qu'il en soit, la revue de l'ISSN, intitulée Narrative, publie des articles de très grande qualité. En 2009, fut créé le European Narratology Network, qui compte maintenant plus de 800 membres européens et pas seulement européens. Et un des principaux objectifs de l'INN est de réintroduire dans la théorie narrative les contributions de la recherche proprement européenne. Une autre caractéristique de la narratologie post-classique est sa transdisciplinarité, réalisant une des ambitions de Barthes pour l'analyse structurale des récits. Hermann lui-même donne l'exemple dans ses nombreuses publications. Je pense notamment à son livre Story Logic, Problems and Possibilities of Narrative, 2002, une synthèse aussi rigoureuse qu'encyclopédique de la théorie narrative depuis le structuralisme qui propose une véritable théorie narrative et qui n'a rien à voir avec les surveys scolaires. Beaucoup d'autres auteurs peuvent être cités dont les travaux ont exercé une influence majeure dans le domaine. Je n'en mentionnerai que deux. Marilyn Ryan, qui a adopté la théorie des mondes possibles et l'intelligence artificielle pour surmonter les défauts de la théorie narrative structuraliste, et qui, depuis 2004, est une pionnière dans l'essor de la narratologie transmédiale. Et puis Monica Ludenig, qui, avec son livre classique Towards a Natural Narratology, 1996, également critique de l'approche structuraliste, a contribué à la fondation de la narratologie cognitive, un des courants de recherche devenus dominants dans la théorie narrative aujourd'hui. Alors, j'ai argumenté dans plusieurs publications que la paire narratologie classique et narratologie post-classique n'est pas le schéma le plus pertinent pour appréhender la théorie narrative en France. Les raisons sont multiples. Pendant les années 70, par exemple, les principaux acteurs dans le domaine se sont tournés progressivement vers d'autres domaines de recherche. Cela ne veut pas dire, pourtant, que l'intérêt pour les aspects théoriques du récit a disparu. Le travail s'est poursuivi, mais souvent sous d'autres formes et suivant d'autres prémices et méthodes. Quoi qu'il en soit, il existe bien en France une ligne de continuité entre la première narratologie et la recherche actuelle. Et c'est l'analyse du discours. L'analyse du discours a commencé à se mettre en place vers le milieu des années 60, adoptant une position critique vis-à-vis du structuralisme et créant de nouveaux outils d'analyse qui n'étaient pas disponibles aux structuralistes. Ce qui distingue l'analyse du discours de la plupart des théories narratives est le fait que pour cette approche, le récit est un type de discours, un des types de discours parmi d'autres. Aucun risque donc de voir tous les discours fondre en des récits, en des périls de la narratologie post-classique. Si la linguistique structurale, qui servait autrefois de science pilote pour les sciences sociales, est abandonnée depuis longtemps, on peut considérer que l'analyse du discours représente une base équilibrée pour le traitement des discours dans toutes leurs formes et donc du récit dans toutes ses manifestations, usages et pratiques. En guise de conclusion, si une bonne partie de mon intervention est consacrée à des questions de narratologie, ce n'est pas pour la promotion de cette forme d'étude de récit aux dépenses de tous les autres, mais parce que la narratologie est peut-être la seule forme de réflexion qui nous permette de répondre à la question « qu'est-ce qu'un récit ?» Merci.
Oui, si je peux juste... moi, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire que la narratologie, aujourd'hui, elle est importante pas que pour les études littéraires, elle est importante de manière plus générale. Oui. Et je pense que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener, en fait, les collègues d'autres disciplines de s'intéresser aussi à ces questions, parce que, le storytelling, c'est devenu, effectivement, tout le monde en parle, mais qui est-ce qui l'étudie vraiment sérieusement, quoi, voilà. À part des gens comme vous. Oui, il y a effectivement dans ce colloque de l'ISSN, il n'y a pas que des littéraires, il y a des gens qui viennent de toutes les disciplines, il y a des médecins, il y a des économistes, voilà. C'est vraiment énorme. Mais il manque parfois le métalangage commun. Très, très rapidement, sous forme de boutade, on peut dire, si on se place dans un cadre français, on peut dire que la narratologie a pâti de son succès, ou d'une autre manière, on peut dire que, évidemment, les récits ont survécu, heureusement, à la narratologie. Ça veut dire que il y a une sorte depuis une vingtaine d'années de baisse d'intérêt pour ces questions, parce qu'effectivement, tout à l'heure, il était question de l'enseignement secondaire. Bon, comme l'enseignement secondaire, après l'histoire littéraire, n'avait absolument plus rien à proposer, la narratologie est devenue la Mecque. Bon, donc ce qui fait que ça a produit des générations de traumatisés. Bon, on a tous des enfants, pour ceux qui ont mon âge, où effectivement on apprenait les structures du récit avant de lire des récits, etc. Donc c'est un peu pénible. Bon, donc il y a de quoi effectivement. Bon, en revanche, ce qu'il ne faudrait pas, ce que l'internationalisation et l'anglicisation de la discipline font, c'est qu'il ne faudrait pas croire que ça s'est arrêté ailleurs. C'est-à-dire justement comme l'enseignement secondaire n'est pas soumis aux mêmes règles qu'ailleurs, ailleurs que chez nous. Les développements sur les questions les meilleures revues sont donc de langue anglaise, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis. Et donc ce qui se passe aujourd'hui en France ne reflète absolument pas la vigueur de la recherche internationale. Et là, il ne faudrait pas, parce qu'on a été dégoûté à un moment, qu'on devienne une sorte de département, de sous-département, de chef-lieu de département de la recherche internationale. Une toute dernière question. Oui, c'était juste à propos de cette distinction entre narratologie classique et post-classique, qui a donc été imaginée et imposée par ce souverain de la narratologie anglo-saxonne qu'est David Herman. Elle n'est pas pertinente dans une perspective d'analyse des discours, d'une part, mais elle n'est pas pertinente non plus quant à certains des concepts ou des concepts opératoires de cette narratologie anglo-saxonne, alors qui a proposé un renversement de perspective, puisqu'on se situe moins du côté de la production que de celui de la réception, mais on emploie des concepts tels que celui de script, de schème, etc., qui rappellent un peu les schémas narratifs d'origine structurale. Hein. Absolument, absolument. Juste une question. Très très courte, parce que sinon je vais me faire gronder, on va dire que je ne modère pas. Alors, si on imagine qu'on dispose effectivement d'un modèle qui soit suffisamment descriptif pour pouvoir avoir une valeur prédictive, qu'est-ce qu'il s'agirait de prédire avec le modèle en question ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un danger que le métalangage contraigne le langage lui-même dans ses propres limites ? Mais non, je crois que ce qu'on a essayé de dire, c'est qu'on est passé d'un niveau qui était celui de la syntaxe, au niveau qui est le niveau celui des pratiques et des usages. Donc heureusement, c'est ce que disait Jean-Marie, c'est la vie. Donc il y a plus de, les récits. Et voilà, et les domaines d'action il y a beaucoup de travail à faire. Donc c'est pas une question qui se pose aujourd'hui. Non, c'est la distinction de Quintilien entre les récits du passé, c'est pour le juge, et les récits du futur, c'est pour les augures. Bon, donc il y a beaucoup de travail à faire. Simplement, il faudrait que ce travail soit fait, et non pas dans la là, je pense qu'on touche le fond de la piscine, c'est-à-dire la répétition est terminée, quoi. Je veux dire, mais
Mais il faudrait quand même pas être trop à côté de ce qui se passe. Bon. Alors, en attendant...